Bonjour tout le monde, j'aimerais vous présenter Dr. Mark. Il est interniste en Haïti et il travaille avec HME depuis de nombreuses années. So you can start when you're ready. Go ahead. Bonjour à tout le monde. On va continuer notre présentation sur les vascularites. La dernière fois, la semaine dernière, on avait classé les vascularites en fonction des vaisseaux qui sont concernés, à savoir les gros vaisseaux, les vaisseaux moyens et les petits vaisseaux. En fonction de la présence ou non des anticorps anticytoplasmiques des polynucléaires, s'ils sont présents ou non, on avait classé les vascularites des petits vaisseaux en des vascularites qui sont attachées aux ANCA et des vascularites qui ne sont pas associés aux ANCA, à savoir les anticorps anticytoplasmiques des polynucléaires. Aujourd'hui, on va voir quelques vascularites. La première vascularite qu'on va voir, c'est la périantérite, bien que la dernière fois, on avait parlé de la périantérite noureuse. On va revoir les manifestations cliniques de certaines vascularites et ensuite on va voir la démarche diagnostique. Comment va-t-on procéder pour poser le diagnostic des vascularites? La périantérite noureuse, c'est une atteinte inflammatoire. C'est une atteinte inflammatoire au niveau des artères de moyen calibre. Comme toutes les autres vascularites, la périantérite noureuse, elle n'est pas très courante, elle n'est pas très fréquente. Sa prévalence, c'est 2 à 3 cas pour 100 000 habitants. Elle touche autant les hommes que les femmes. Et les manifestations cliniques, ce sont les manifestations des vascularites de façon générale, à savoir l'altération de l'état général du patient et dans 70 à 80% des cas, ce sont les manifestations musculo-squelettiques qu'on va retrouver, à savoir des myalgies intenses que le patient peut présenter. On peut également palper des masses au niveau des muscles. Une amyotrophie également peut être observée comme manifestation musculo-squelettique. Ensuite, dans 50 à 70% des cas, on va retrouver une neuropathie périphérique nette. Ensuite, la manifestation abdominale, à savoir la douleur abdominale que le patient peut présenter. L'hypertension artérielle, elle est présente dans 20 à 25% des cas, avec l'insuffisance rénale. Et l'atteinte rénale qu'on va avoir dans la périantérite noureuse, c'est la néphropathie vasculaire qu'on va retrouver. On a des micro-anévrismes au niveau des artères
des artères rénales. Et un peu plus tard, quand on va poser les diagnostics, ou encore pour poser les diagnostics de périartérite noureuse, dans la démarche diagnostique, on ne va pas pouvoir réaliser la biopsie à cause de ces micro-anévrismes. Les lésions cutanées à type de gangrène, les ulcères également peuvent être constatés dans la périartérite noureuse. Next. Ce sont des images pour vous montrer les atteintes cutanées qu'on peut avoir, des ulcères, des gangrènes qu'on peut avoir, des lésions de purpura qu'on peut avoir à cause des atteintes vasculaires, surtout des moyens vaisseaux, comme nous l'avions dit tantôt. Next. Également, on peut avoir une atteinte oculaire. Il n'y a pas de glomérulonéphrite comme on va avoir comme dans d'autres vascularites. Les lésions qu'on va avoir au niveau des reins, ce sont ou encore, la lésion qu'on a, c'est la néphropathie vasculaire. C'est une atteinte vasculaire avec l'hématurie qu'on va avoir, la protéinurie qu'on va avoir, l'insuffisance rénale aiguë avec oligoanurie, qui est également un mauvais pronostic pour les patients. L'hypertension artérielle, je l'avais dit, peut être présent dans 20 à 25% des cas, et on peut avoir une hypertension artérielle maligne. L'autre élément qu'il faut noter dans la périartérite noureuse, c'est qu'il n'y a pas de manifestation pulmonaire, comme on va le voir dans les Wegener, où vous avez les manifestations pulmonaires qui prédominent. Mais dans la périartérite noureuse, il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, il n'y a pas de manifestation pulmonaire. Les encas, normalement, il n'y a pas d'encas, c'est une vascularite qui n'est pas associée aux encas, mais dans 5% des cas, on peut retrouver des encas, des anticorps anticytoplasmiques des polynucléaires. Next diapositive. Like 20. Sorry, it's freezing up. Alors, comment va-t-on poser les diagnostics? We are on 20. Comment va-t-on poser les diagnostics de la périartérite noureuse? D'abord, c'est les examens biologiques. L'atteinte inflammatoire, elle est présente. Donc, c'est qu'on va rechercher à l'hémogramme, c'est le syndrome inflammatoire avec hyperleucocytose qui peut ne pas être présente, à savoir l'hyperleucocytose. Le bilan immunologique, il n'y a pas d'encas. Le virus de l'hépatite B peut être présent dans environ 10 à 40% des cas, et le virus de l'hépatite B peut être incriminé dans l'étiologie même de la périartérite noureuse. Étant donné
qu'on a une atteinte des vaisseaux de moyen calibre, l'angiographie, on va réaliser l'angiographie pour pouvoir identifier les lésions qu'on a au niveau de ces vaisseaux. L'électromyogramme, la biopsie neuromusculaire, quand c'est possible, et à l'examen d'anapathe, c'est qu'on va retrouver, c'est une angéite nécrosante segmentaire qu'on va retrouver à l'examen d'anapathe. Next. L'autre périathérite, c'est la granulomatose de Wegener, actuellement appelée granulomatose avec polyangéite. Si pour la périathérite noureuse, les manifestations, les symptômes qu'on a, ce sont des symptômes qui concernent l'appareil musculo-squelettique, à savoir des myalgies, des douleurs intenses. Dans la granulomatose avec polyangéite, les manifestations qu'on a, ce sont des manifestations qui concernent les voies aériennes supérieures, à savoir les atteintes pulmonaires, les atteintes au niveau des fosses nasales, et dans environ 20% des cas, on a des atteintes rénales, des atteintes oculaires d'environ 5% des cas, contrairement à la périathérite noureuse, les atteintes musculo-squelettiques donc, sont assez rares dans la granulomatose avec polyangéite. Les diagnostics cliniques de la polyangéite, les diagnostics cliniques de la maladie de Wegener, encore, c'est les syndromes inflammatoires, d'accord? Les syndromes inflammatoires qu'on va retrouver avec hyperleucocytose. Quand on fait la vitesse de sédimentation qui peut être augmentée. À noter que dans la clinique de la maladie de Wegener, comme je l'avais dit, vous avez la prédominance des manifestations pulmonaires, à savoir la toux sèche que vous allez retrouver. On peut avoir une hémoptysie. La radiographie du thorax va montrer des nodules qui font environ de 0,5 à 10 cm de diamètre, et des infiltrats, des épanchements pleuraux également sont possibles. On peut avoir une hémorragie intra-alvéolaire dans environ 8 à 12% des cas. Ensuite, ce sont les manifestations ORL avec obstruction nasale persistante, des sinusites, des rhinites répétées. Donc, en quelque sorte, ce sont les manifestations surtout
pulmonaire qu'on va retrouver dans la maladie de Wegener. L'autre élément qu'il faut souligner, dans la périartérite noueuse, je vous l'avais dit, la tête rénale que vous avez, c'est la néphropathie vasculaire. Contrairement pour la maladie ou encore la maladie de Wegener ou la granulomatose avec polyangéite, la tête rénale que vous avez, c'est la glomérulonéphrite nécrosante segmentaire. Segmentaire et focale avec prolifération extracapillaire. La biopsie, on va pouvoir réaliser la biopsie pour à la recherche de cette glomérulonéphrite. Contrairement pour la périartérite noureuse, étant donné que vous avez une atteinte vasculaire avec des microanévrismes, la biopsie rénale, on ne va pas réaliser la biopsie rénale. Mais dans la maladie de Wegener, vous avez une atteinte, vous avez en fait les manifestations cliniques que vous avez, ce sont surtout des manifestations pulmonaires. Et quand vous avez la tête rénale, vous n'avez pas de microanévrisme comme dans la périartérite noureuse. Donc la biopsie peut être réalisée pour poser les diagnostics des glomérulonéphrite que vous avez dans la maladie de Wegener. Next. Next diapositive. Oh, it's kind of slow. Next. On a déjà parlé du syndrome inflammatoire et les encas qu'on va retrouver. Next diapositive. Qu'on va retrouver dans la dans la granulomatose. Which number, Dr. Mark? It's okay. It's okay. This We is are okay? on, like 23. Okay. Let's go. Oh, okay. Le polyangéite, c'est la polyangéite microscopique. La polyangéite microscopique, vous avez une atteinte des vaisseaux, surtout des vaisseaux de petit calibre. Dans la polyangéite, dans la maladie de Wegener, dans la granulomatose avec polyangéite, les manifestations que vous avez, ce sont surtout les manifestations pulmonaires. Pour la polyangéite microscopique, les manifestations que vous avez surtout, ce sont les manifestations. I'm sorry. Les manifestations que vous avez, ce sont surtout les manifestations rénales, la tête rénale qui prédomine. Et ce qu'on va avoir encore, c'est la glomérulonéphrite qu'on va avoir également dans la polyangéite microscopique au lieu d'une néphropathie vasculaire comme dans la périartérite, noureuse. Les vaisseaux qui sont concernés encore, ce sont les vaisseaux de petit calibre. L'insuffisance rénale s'installe rapidement avec hématurie, la protéinurie glomérulaire, et parfois on peut avoir un syndrome néphrotique. Dans la polyangéite microscopique, il va falloir réaliser la biopsie, d'accord, car il n'y a pas de microanévrisme comme dans la périartérite, noureuse.
Encore, l'atteinte rénale prédomine encore dans la polyangéite microscopique. L'autre vascularite qu'on va voir, c'est le syndrome de Church-Strauss. À ce moment, dans ce syndrome, on va distinguer 3 phases nettes. Premièrement, on peut avoir l'atteinte des voies aériennes supérieures, surtout avec un patient qui présente des crises d'asthme, des rhinites allergiques répétées. Et quelques semaines plus tard, on va avoir l'atteinte pulmonaire avec des infiltrats qu'on va retrouver au niveau des poumons. Ensuite, c'est les lésions au niveau des vaisseaux qui vont s'installer. Mais d'abord, ce que vous avez au début de la symptomatologie, ce que vous avez, c'est l'atteinte des voies aériennes supérieures et l'atteinte pulmonaire. Encore, c'est un patient qui présente des crises d'asthme, c'est un patient qui présente des rhinites allergiques. Cependant, il faut noter qu'on peut avoir un chevauchement des symptômes. Donc, ça va dépendre, ça varie pour chaque patient. On peut avoir un patient qui arrive très tard à l'hôpital et qui avait déjà ces crises d'asthme à la maison, qui ne venaient pas à l'hôpital. Et quand on voit les patients, on a déjà les atteintes au niveau des vaisseaux ou encore des atteintes pulmonaires. L'autre vascularité qu'on peut avoir, qu'on ne va pas vraiment rester sur les vascularites qui sont associées aux médicaments nets, mais il faut noter que certains médicaments également peuvent entraîner des vascularites, à savoir la ciprofloxacine, l'hydranazine, la pénicilline. Donc, ce sont des médicaments qui peuvent entraîner également des vascularites. Comment va-t-on poser le diagnostic des vascularites? We are on net diapositive, like 28. D'abord, c'est la clinique. C'est la clinique. Cliniquement, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez une atteinte pulmonaire? Est-ce que vous avez une atteinte, ou encore est-ce que vous avez des manifestations rénales? Est-ce que vous avez un problème, vous avez une atteinte musculo-squelettique? Mais encore, quand vous allez poser les diagnostics des vascularites, étant donné que vous avez l'atteinte, l'altération, avant même de penser aux vascularites, il faut éliminer, dans notre contexte en Haïti, les infections, certaines infections comme le VIH en Haïti. Il faut voir si vous avez un VIH et si le VIH est positif ou non. Il faut éliminer ces infections. Et même quand dans la granulomatose avec polyangéite, vous allez certainement penser à la granulomatose avec polyangéite, mais il faut penser également à la tuberculose. Vous avez la tête pulmonaire, mais il faut penser aux pathologies et aux maladies infectieuses dans notre contexte en Haïti avant de penser aux vascularites. Étant donné que les diagnostics de vascularite
C'est un diagnostic qu'on va poser, mais c'est un diagnostic qui est assez rare. Et quand vous avez fini d'éliminer ces pathologies, à savoir les pathologies, les maladies infectieuses que le patient peut présenter, vous allez demander vos examens de laboratoire, à savoir l'hémogramme qu'on va réaliser, les bilans immunologiques à la recherche des encarts pour voir si vous avez des encarts, si les encarts sont présents ou non. La biopsie pour voir si vous avez une atteinte musculaire et une atteinte au niveau des nerfs également. Donc, quand la biopsie est possible, on va également réaliser la biopsie. Comment va-t-on, next, comment va-t-on différencier les vascularites qui sont associées aux encarts et la périatérite et la périatérite noureuse? D'abord, les vascularites qui sont associées aux encarts, d'abord, c'est les petits vaisseaux qui sont concernés. D'abord, les petits vaisseaux. Contrairement pour la périatérite noureuse, ce sont les vaisseaux de moyen calibre qui sont concernés. Il n'y a pas d'atteinte pulmonaire dans la périatérite. Encore, les atteintes, il n'y a pas du tout d'atteinte pulmonaire dans la périatérite noureuse. Et quand vous pensez aux vascularites, si vous pensez, s'il y a une atteinte pulmonaire, il faut penser, il faut éliminer, ou encore il faut mettre de côté la périatérite noureuse. Car dans la périatérite noureuse, il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Les lésions rénales qu'on va retrouver dans les vascularites qui sont associées aux encarts, c'est type de glomérulonéphrite, tandis que dans la périatérite noureuse, ce qu'on va retrouver, ce sont les microanévrismes, ou encore ce qu'on a, c'est une néphropathie vasculaire. Au niveau de la peau, étant donné que les vaisseaux qui sont concernés dans les vascularites qui sont associés aux encarts, ce sont les petits vaisseaux. Les lésions qu'on va retrouver, les lésions cutanées, ce sont les purpura, les macules qu'on va identifier, qu'on va retrouver. Contrairement pour la périatérite noureuse, vous avez une atteinte. Je vais venir tout à l'heure, m'appelons encore. Dans la périatérite noureuse, ce sont les gangrènes, les ulcères, les lésions ischémiques qu'on va pouvoir identifier dans la périatérite noureuse. Next, diapositive. Dans les VG encore, ce que vous avez une prédominance des symptômes pulmonaires, à savoir la toux que vous avez, et les hémoptysies que vous avez. Dans la périatérite microscopique, vous avez une prédominance des symptômes au niveau des reins. C'est l'atteinte rénale qui prédomine. Dans les toxos, ce que vous avez, c'est l'atteinte des voies aériennes supérieures avec
des rhinites allergiques répétées, au début, ce que vous avez, la symptomatologie que vous avez au début, ce sont les rhinites allergiques, les crises d'asthme que vous avez. Vous avez d'abord un terrain allergique que vous avez dans le chug sauce. Next. Les examens qu'on va demander d'abord, c'est l'hémogramme. L'hémogramme, dans les végétariens, on va retrouver dans 70%, des cas, vous allez retrouver l'anémie. L'anémie qui peut être présente. L'hyperdécocytose, pour les syndromes inflammatoires, vous pouvez également avoir une leucopénie. On peut avoir une thrombocytose ou une thrombopénie. La thrombopénie qui est un peu rare dans les végétariens. La vitesse de sédimentation, étant donné que vous avez un syndrome inflammatoire, on va demander également la vitesse de sédimentation, le CRP, et les examens microbiologiques, la culture, encore pour éliminer une infection, pour voir s'il y a une infection. Dans la pédiatrie noureuse, dans 10 à 40% des cas, le virus de l'hépatite B est incriminé. On va demander une sérologie virale, on va demander une sérologie d'hépatite B et également la sérologie d'hépatite, une sérologie pour l'hépatite C. Next. Les examens d'imagerie, ce que nous pouvons demander en Haïti, c'est la radiographie. À la radiographie, ce qu'on va retrouver, ce sont les nodules, des infiltrats interstitiels ou alvéolaires qu'on va pouvoir identifier, les nodules qui peuvent devenir cavitaires dans la maladie de Wegener, et dans la périartérite microscopique, ce que vous avez, ce sont surtout des infiltrats alvéolo-interstitiels que vous allez retrouver dans la périartérite microscopique. Ou encore, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les végétariens, c'est que vous avez cliniquement, les manifestations que vous avez, ce sont surtout les manifestations pulmonaires que vous avez dans le végétarien. Next. Donc, c'est pour vous montrer les images, les lésions que vous avez au niveau des poumons, les nodules que vous avez au niveau des poumons, les infiltrats next, les infiltrats alvéolo-interstitiels que vous pouvez également avoir dans la périartérite microscopique. La radiographie peut être normale. On peut tout simplement avoir un épaississement au niveau de la muqueuse nasale. Mais si vous avez les moyens ou si le patient a des moyens économiques, ce que vous pouvez demander, c'est le scanner que vous pouvez également demander à la place de la radiographie. Si vous ne pouvez pas avoir un scanner, donc on peut avancer avec la radiographie. Next. Les examens histopathologiques. La biopsie, idéalement, on va réaliser la biopsie, mais c'est quand c'est possible. Et la biopsie va être réalisée en fonction de l'organe, en fonction de l'organe qui est touché. Donc, au niveau si vous avez une atteinte pulmonaire, donc, la biopsie que vous allez réaliser, c'est au niveau des vaisseaux, soit au niveau ORL, soit au niveau des poumons.
comme dans les végétariens, on va réaliser une biopsie pulmonaire ou une biopsie au niveau de la muqueuse nasale. Next, les encas encore qu'on va demander quand c'est possible, quand il s'agit d'une atteinte des petits vaisseaux. Les encas, next, we are on like 39. Les encas, encore dans les végétaux, la présence des encas, ça va dépendre si vous avez une granulomatose. Par exemple, dans les végétaux, si vous avez une granulomatose qui est diffuse, ou vous avez une atteinte qui est limitée, ou si vous avez une rémission. Donc, si vous avez une atteinte diffuse, les encas sont présents dans 88% des cas. Mais si vous avez une atteinte qui est limitée, les encas sont présents dans environ 50 à 65% des cas. Tandis que dans la polyangéite microscopique, les encas sont présents dans 50 à 80% des cas. Next. Voilà, pour terminer, c'est les traitements. En Haïti, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour les traitements. Mais ce qu'on va faire pour les traitements, c'est la cyclophosphamide qu'on va associer à la prednisone. Et quand on fait cette association, on a une amélioration assez importante, environ 91%, et dans 75% des cas, on a une rémission complète. Mais on a beaucoup d'effets secondaires. Et pour éviter ces effets secondaires, ce qu'on va faire, next, on va donner soit des bolus de cyclophosphamide associés à la prednisone, ou on commence le traitement avec la cyclophosphamide associée à la prednisone pendant environ 3 ou 6 mois, jusqu'à 6 mois, et on fait un traitement d'entretien avec les méthodes exactes ou à l'azathioprine. Donc, c'est le traitement qu'on va faire dans les cas de vascularite. Ça, principalement pour les végétaux. On peut également associer au TMS. Et finalement, pour le traitement de la polyangéite microscopique, pour la polyangéite microscopique encore, l'approche thérapeutique, c'est similaire, c'est les mêmes traitements avec les végétaux. Pour les syndromes de Chog-Sotz, contrairement, on va commencer le traitement avec la prednisone. Dépendamment de la sévérité, on va associer la prednisone avec la cyclophosphamide. Encore ça, c'est pour résumer la prise en charge des vascularites. Donc, je ne sais pas, Amanda, s'il y a... Amanda, I'm done. If there are any questions, Okay. We can take them. Yeah, Justinian is connected, but I'm not sure if they